Bonjour Monsieur Groslo et bienvenue sur cette plateforme pour le congrès de l'Association des restaurateurs du Québec. Merci beaucoup de l'invitation, Amina. Alors notre échange aujourd'hui, Monsieur Groslo, il a pour principal but de mettre en lumière les produits d'ici et de présenter les avenues qui vont permettre de rapprocher l'acte de produire à l'acte de consommer par le biais des restaurateurs. Okay. Et vous savez, on le sait, les restaurateurs sont des très bons ambassadeurs parce qu'ils présentent justement les produits, ils font déguster les plats, etc. Mais on va revenir là-dessus. On le sait depuis ces derniers temps, ça a été très difficile pour le secteur de la restauration. Ils ont été fortement secoués. De prime abord et d'emblée, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme message? Qu'est-ce que vous pouvez porter comme message pour ce secteur-là? D'abord, c'est probablement le secteur avec le divertissement, là, si je pense au cinéma et spectacle, là, qui ont été le plus touchés par la pandémie. On ne pouvait pas se réunir, donc on ne pouvait pas aller au restaurant. Donc, dès le début, nous, on a des producteurs qui ont été aussi frappés dès le début de la pandémie parce qu'ils ne vendaient qu'aux restaurateurs. Donc, ils ont vu du jour au lendemain leur marché être fermé complètement. Donc, les restaurateurs ont perdu leur clientèle. Ils ont été dans l'impossibilité de faire leur métier. Ils ont des frais fixes quand même importants, les restaurants et tout. Ils ont des taxes à payer. Oui, il y a eu de l'aide, mais moi, je suis très, très sympathique à leur situation et à leur cause parce qu'ils ont été ceux qui ont écopé le plus là, pendant la pandémie. Et je suis surpris du nombre de restaurateurs qui ont réussi à traverser cette période-là, malgré qu'on en ait perdu plusieurs. Là. Puis encore une fois, c'est pas revenu. Là. On peut maintenant là, utiliser toutes les places qu'on a dans son restaurant. C'est possible depuis la semaine dernière, je crois. Il reste qu'il y a encore des gens qui hésitent à aller au restaurant aujourd'hui ou qui n'ont pas repris leur habitude d'avant la pandémie parce qu'ils sont encore un peu craintifs. Je pense aux restaurateurs qui sont près des lieux de travail au centre-ville de Montréal, par exemple. La clientèle n'est pas revenue encore. Alors, c'est sûr qu'ils ont eu ça extrêmement... Ils l'ont eu très, très difficile. Très, très difficile. C'est vrai. Et là, ça fait depuis plusieurs années, il y a un fort engouement pour justement les produits locaux, pour les circuits courts, les marchés de proximité, etc. Mais bon, on va tout définir ces notions-là un petit peu plus tard. Mais moi, je vais vous inviter d'emblée de présenter l'Union des producteurs agricoles. Qui est l'Union et c'est quoi sa mission? Bon, l'Union des producteurs agricoles existe depuis 1924, donc on va fêter notre 100e anniversaire bientôt. On s'appelait l'Union catholique des cultivateurs. On est devenu en 1972 l'Union des producteurs agricoles. Et l'Union, c'est l'accréditation syndicale choisie par les producteurs agricoles pour les représenter. Donc, on représente tous les producteurs agricoles au Québec. On est constitué en fédération régionale et en fédération spécialisée. Alors, il y a la fédération des producteurs, le syndicat des producteurs apicoles, donc de miel, pollinisation aussi, ils font de la pollinisation, mais on a aussi les producteurs de grains, de porc, de lait, de bœuf. Donc, ça, c'est des spécialités. Puis, on a aussi nos fédérations régionales qui, eux, représentent les producteurs sur le territoire, toute production confondue. Donc, Fédération régionale de Montérégie, du centre du Québec, de la Gaspésie, il y en a 12 à travers le Québec. Alors, c'est comme ça que l'Union est constituée. On a un conseil général qui regroupe les présidents de toutes ces fédérations-là. Donc, on est 43 au conseil général. Et on a donc le mandat de représenter et de défendre les intérêts de nos membres que sont les producteurs agricoles. Donc, ça c'est l'Union des producteurs agricoles. Maintenant, la production agricole au Québec, c'est 10 milliards de revenus à la ferme. Donc, c'est quand même important. C'est le premier secteur primaire en importance au Québec. Fait à noter, au Québec, on transforme 70 % de la production agricole, alors que dans le reste du Canada, on est plus autour de 33-34 %. Donc ici, grâce à nos coopératives, grâce à la présence des transformateurs laitiers et dans la volaille et le porc, entre autres,
on transforme et on fait de la valeur ajoutée avec notre production agricole. Donc, ce qu'on exporte a plus de valeur en moyenne que ce qui est exporté par les autres provinces au niveau agricole. Puis on crée plus d'emplois dans le secteur manufacturier aussi grâce à cette bonne performance-là. OK, c'est très bien. Et puis là, on parlait tout à l'heure justement de l'intérêt que les consommateurs ont pour ces produits de proximité, des circuits courts, etc. Ouais. Donc comment qu'on peut définir justement, c'est quoi les produits, qu'est-ce qu'un produit local, qu'est-ce qu'un circuit court, qu'est-ce qu'un marché? C'est la question, c'est un peu la question à 100 $, ça, parce qu'on a chacun un peu notre définition de ce qu'est un circuit court. Pour le MAPAC, disons ça comme ça. Ouais. Un circuit court, c'est lorsqu'il y a un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Okay. Par contre, ça se pourrait qu'un circuit court mette en lien un producteur du Québec puis un consommateur de la Nouvelle-Zélande. Autrement dit, la distance. La distance, dans cette définition-là, ne compte pas. Okay. Moi, je suis un petit peu... moi, je ne suis pas très d'accord avec cette définition-là d'un circuit court. Parce que on voit très bien qu'on ne tient pas compte de la distance dans cette définition-là. On parle d'approvisionnement local lorsqu'on est à 100, 150 km et moins du producteur. Mais là, à ce moment-là, il peut y avoir plus qu'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alors, c'est sûr que, donc, définir qu'est-ce qu'un circuit court, définir qu'est-ce que l'approvisionnement local, est-ce qu'on est mieux d'acheter québécois, même si on est à la frontière de l'Ontario, puis là, on va dire j'ai consommé local parce que j'ai acheté québécois, ou si je suis à la frontière de l'Ontario, si j'achète en Ontario, je suis plus près que si j'achète de la Gaspésie. Alors, moi, je pense que ça revient un peu au consommateur de se faire une opinion pour lui de ce qu'est l'approvisionnement local. Est-ce que c'est québécois d'abord? Est-ce que c'est à proximité de chez nous d'abord? Et circuit court, c'est le plus possible en lien direct avec le producteur pour moi. C'est comme ça que moi, je définis ça. Okay. Maintenant, je pense que ça revient un peu à chaque consommateur ou restaurateur d'avoir sa définition de circuit court ou de marché local. Mais c'est un peu compliqué d'essayer de définir ça dans une loi ou dans un règlement. Très bien. Et puis si on revient justement au restaurateur, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les avantages qu'il a à s'approvisionner localement? La fraîcheur, d'abord, c'est sûr, la fraîcheur. De pouvoir identifier, parce que normalement, un restaurateur aussi, ses clients, c'est les gens qui vivent à proximité. Oui, on va se déplacer pour aller dans un restaurant. Oui, on peut être en vacances puis aller dans un restaurant, mais de façon générale, la clientèle la plus importante d'un restaurateur, c'est les gens qui vivent dans l'entourage de ce restaurant-là, habituellement. Donc, de pouvoir identifier ses produits locaux et que sa clientèle puisse avoir une référence de la ferme ou d'un producteur qui l'approvisionne, je crois que c'est un avantage pour le restaurateur et sa clientèle. Alors, je pense aussi que c'est d'encourager l'économie locale pour les mêmes raisons, parce que si je fais vivre mon économie locale ou si je favorise l'économie locale, je favorise aussi les retombées économiques qui vont faire que ma clientèle aura peut-être plus de moyens pour venir à mon restaurant. Alors, moi, je crois que c'est ça, la fraîcheur, l'identification, mettre sur son menu que telle viande provient de tel producteur. Il y a une confiance. Je pense que ça crée une confiance pour et une valeur ajoutée sur le menu également. Tout à fait. Et on le voit que beaucoup de restaurateurs le font lorsque c'est possible aussi. Alors, je crois que c'est là l'avantage. Puis, et c'est nous, on voit dans, je parlais des fédérations régionales un peu plus tôt, on a par exemple à Québec un groupe de restaurateurs qui se sont liés dans une coopérative pour s'approvisionner directement d'un groupe de producteurs. Ils font des échanges pour savoir quels produits ils aimeraient voir sur leur menu. Est-ce que les producteurs sont en mesure de leur fournir ou pas? Donc ça, c'est une tentative qui a été mise en place il y a 2 ans environ. Bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, tout ça a dû être ralenti, mais c'est le genre d'initiative qui peut être intéressant dans les régions aussi. Alors, c'est évident que l'approvisionnement local et cette question de proximité pour les restaurateurs, ça va un petit peu au-delà parce que c'est systématique, ils ont besoin d'intermédiaires, comme par exemple les transformateurs, etc.
Et donc, il y a cette question qui me vient à l'esprit, M. Groslot, c'est quoi justement les produits agricoles, les distances qui vont parcourir depuis la ferme jusqu'au restaurateur? Ça peut varier beaucoup. Puis je comprends aussi, peut-être un point qu'on aurait pu mentionner plus tôt, c'est la difficulté quelquefois pour les restaurateurs de connaître les producteurs sur son territoire, puis de pouvoir imaginer, par exemple, son menu à partir des produits locaux, parce qu'il y a une méconnaissance quelquefois des producteurs présents sur le territoire par le public et évidemment les restaurateurs. Fait que là, peut-être qu'il y a un travail qu'on pourrait faire là, pour mieux que les restaurateurs connaissent mieux les producteurs présents sur leur territoire. Mais pour revenir à la question, c'est les produits voyagent ou subissent des transformations selon leur nature. Un fruit ou un légume, c'est peu transformé. Oui. Souvent, on va dire, c'est conditionné dans ce sens qu'on va éliminer les fruits et les légumes qui sont impropres à la consommation. On va les laver, les empaqueter ou les préparer pour la livraison, puis ils sont livrés très frais directement. Si on prend la viande, par contre, là, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Il y a des enjeux de salubrité. Ça prend des permis. Des fois, les gens nous disent « Pourquoi je ne peux pas m'approvisionner directement chez vous? Moi, je suis producteur agricole. Pourquoi je ne pourrais pas acheter ma viande directement chez vous? » Mais pour vendre de la viande à un consommateur, j'ai besoin d'un permis délivré par le MAPAC. J'ai besoin d'avoir des installations conformes aux obligations que m'exige mon permis. J'ai besoin, je vais être vérifié de façon occasionnelle et si je représente un risque plus important, plus souvent encore. Donc, on a un système au Québec, au niveau de la salubrité des aliments, qui est vraiment sur la coche. Là. Oui. Mais en même temps, je dis, oui, c'est très réglementé, mais on a connu des épisodes au Québec où, faute d'une réglementation suffisante, on mettait à risque la santé des consommateurs. Oui. Alors, il y a eu une correction de cette situation-là. Et aujourd'hui, on est peut-être trop réglementé, mais en même temps, est-ce que le MAPAC peut prendre des risques avec la santé des consommateurs en négligeant la salubrité ou des aliments? Moi, je crois que non. Mais là, il y a un rééquilibrage à faire, par contre, pour que cette réglementation-là favorise un peu plus ou soit mieux adaptée aux petites installations, aux petits abattoirs locaux, régionaux, pour permettre justement de revenir à un approvisionnement plus local, ce qui est devenu difficile parce que maintenant, les règles de salubrité sont difficiles à rentabiliser pour un petit abattoir, ce qui fait qu'on a concentré l'abattage dans quelques grands abattoirs. Des abattoirs pour le bœuf, par exemple, au Québec, il en reste peu. Il reste quelques abattoirs régionaux, mais il y a un rééquilibrage à faire au niveau de la réglementation pour favoriser l'abattage de proximité, entre autres. Mais c'est ça. Les aliments, donc, doivent circuler pour des questions de salubrité, principalement là, entre les mains de différents intervenants. On entend souvent que prendre le virage justement de l'approvisionnement local, ça vient avec son défi, des défis en lien avec les difficultés d'approvisionnement, les coûts qui sont très élevés, etc. Selon vous, comment est-ce qu'on peut surmonter justement ces obstacles-là pour permettre justement le rapprochement de ces deux actes? D'abord, peut-être qu'il faut les comprendre, les obstacles. Les producteurs n'ont pas toujours le contrôle sur ces obstacles-là non plus. La production agricole, c'est saisonnier. Alors, c'est sûr qu'ici, l'été, on peut offrir des fruits, des légumes, surtout à partir du mois de juillet à août, jusqu'à l'automne, tard à l'automne, des produits frais, fruits et légumes. Mais après ça, la saison s'arrête, donc le restaurateur va devoir s'approvisionner à l'extérieur. Mais pendant cette période-là, on peut approvisionner localement. Et habituellement, les prix sont plus bas parce qu'il y a abondance. Alors, ça peut être intéressant, même si ce n'est pas possible de s'approvisionner à l'année dans ces produits-là. Au niveau de la viande, là aussi, c'est pas saisonnier, c'est cyclique, selon les cycles de reproduction de chaque espèce. Mais là, pour avoir un meilleur approvisionnement local, ça nous prend des abattoirs au niveau local.
ce que j'expliquais un peu plus tôt, pour favoriser l'approvisionnement à l'année. Est-ce que les coûts sont plus élevés? Oui, quelquefois, parce qu'on ne traite pas le même volume. Un petit abattoir a des coûts fixes quand même importants à répartir sur un volume moindre. Les producteurs qui vendent directement, c'est un peu la même chose. Alors, lorsque je m'approvisionne sur le marché dit canadien, de grandes entreprises multinationales qui vendent aux États-Unis et ici, c'est sûr que l'économie de volume que ces grandes entreprises-là ont, c'est pas possible pour un petit producteur qui livre sa viande sur le marché local. Mais par contre, il y a une qualité sur le marché local, il y a une signature, le restaurateur peut même avoir certaines exigences que le producteur va être en mesure de lui livrer, de lui offrir, ce qui n'est pas nécessairement possible quand on s'approvisionne sur le marché, sur les grands marchés. Alors, il y a des obstacles, mais il peut y avoir des avantages aussi. Oui, oui. Et c'est là où je reviendrai peut-être sur la nécessité de mieux se comprendre entre restaurateurs et producteurs pour justement amoindrir ces obstacles-là, les éliminer lorsque c'est possible, et peut-être même que ça devienne des avantages. Là. Mais il y a un travail à faire, c'est sûr. Et plus les restaurateurs vont être sur le marché local pour s'approvisionner, plus il y a de producteurs qui seront intéressés à aller sur ce marché-là. Parce que c'est l'un et l'autre. Hein? Oui, s'il n'y a pas de sécurité de vente, et la garantie, on a de la difficulté à avoir une sécurité d'approvisionnement. Tout à fait. Alors, c'est là où il y a une connexion à faire, je dirais, ou une relation d'affaires à développer. Un maillage. Un maillage, c'est ça. Donc, on prend l'agneau, le poulet, le veau. C'est des viandes qu'on pourrait vendre localement. Il s'en produit presque partout au Québec. Mais la garantie que la demande va être soutenue, elle n'est pas toujours là. Donc, pour le producteur, c'est dur de s'investir dans ces marchés-là. Alors, c'est là où il y a une relation à construire. Là. Tout à fait. Puis, tout à l'heure, justement, M. Groslot, vous parliez un petit peu d'une initiative. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes qui existent ou qui pourraient exister dans le futur pour améliorer ces maillages-là? Bien, je parlais de la coopérative de Québec là, qui a été créée. J'avais d'ailleurs été à l'inauguration de cette coopérative-là. C'est une petite coopérative qui regroupe des producteurs, essentiellement maraîchers, avec des restaurateurs de Québec. Et ensemble, il y a des rencontres, il y a des préparations de la saison à venir, parce que les restaurateurs disent, bon, en période automnale, hivernale, on prépare la saison prochaine. Donc, les producteurs, eux, vont semer, ce que les restaurateurs désirent obtenir dans la mesure où c'est possible. Alors là, il y a une collaboration étroite qui fait qu'on économise sur les producteurs sachant ce qui va être vendu, mais se préparent en conséquence. Alors, ça explique un peu la relation que je cherchais à établir plus tôt. Là. Donc, si on pouvait, dans les régions, faire ces maillages-là entre restaurateurs et producteurs, c'est sûr que ce serait très intéressant. Puis cette initiative-là a bien fonctionné. La pandémie a ralenti tout ça, là, mais cette initiative-là avait bien fonctionné. Là. Il y a aussi, mais il y en a d'autres. Tout à fait. Mangeons local, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Nous, on a développé à l'UPA l'application Mangeons local. Sur cette application-là, vous avez tous les producteurs ou ceux qui ont voulu, mais on a plus de 1000 entreprises inscrites qui font de la vente à la ferme ou en kiosque de produits carnés ou végétaux, maraîchers, de produits transformés aussi à la ferme. Donc ça aussi, pour les restaurateurs, ça peut être intéressant d'intégrer ça à leur menu. Et ça, c'est une application qui est disponible sur le web qui permet de retrouver ou de recenser ces entreprises-là à proximité de son restaurant. Ce que je disais qui était peut-être une défaillance un peu plus tôt. Là. On ne se connaît pas vraiment l'un et l'autre. Puis, je sais que les restaurateurs aussi vont dans les marchés publics lorsque c'est l'été pour s'approvisionner aussi. Donc, c'est une façon de faire un contact avec les producteurs, d'aller dans les marchés publics. C'est excellent aussi, là, parce que nos producteurs sont dans les marchés publics très souvent, là, ces producteurs-là.
On parlait des différentes initiatives. Ouais. Parlez-nous de Aliments du Québec, M. Groslot, justement. C'est intéressant, justement. Il y a une promotion. Aliments du Québec fait une promotion du logo et de l'utilisation du logo. Je ne sais pas si vous avez vu là, le porte-parole d'Aliments Québec oui. À la télé. Là, puis oui. On voit que finalement, le porte-parole, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est nous tous qui sommes le porte-parole d'Aliments Québec si on choisit les Aliments du Québec. Puis c'est un des logos au Québec dont la notoriété est la plus élevée. C'est-à-dire que les consommateurs reconnaissent et connaissent. Donc ça, c'est une valeur ajoutée d'utiliser le logo. Et maintenant, il y a des restaurateurs qui, dans leur menu, utilisent le logo Aliments du Québec pour s'identifier. Alors ça aussi, c'est intéressant pour les consommateurs, puis c'est une valeur ajoutée pour le restaurateur, là. Puis, vous le savez, hein, vous, M. Groslot, qui êtes un épicurien, ce serait quoi, l'alimentation, c'est un voyage en soi, hein? Ouais. Et ce serait quoi, justement, le rôle du restaurateur pour justement rapprocher les deux artisans, en fait, l'artisan de la terre et puis l'artisan de la table. C'est quoi son rôle? C'est d'abord de se rencontrer, d'échanger, de partager quel produit je pourrais mettre en marché qui répondrait à la clientèle du restaurateur. Parce que les restaurateurs n'ont pas tous la même clientèle non plus. Alors, c'est de faire... Je prends juste la pomme de terre. Tous les restaurants offrent de la pomme de terre d'une façon ou d'une autre, là. Bien, cette pomme de terre-là, il s'en produit presque partout au Québec, des pommes de terre. Est-ce qu'on pourrait avoir de la pomme de terre locale dans les restaurants? C'est facile d'acheter sa pomme de terre au supermarché ou d'un fournisseur. Et ça arrive en poche, en sac de 50 livres et plus, là. Mais ça serait possible aussi d'avoir cette pomme de terre-là localement. Il se fait une variété maintenant, de nombreuses variétés de pommes de terre là, dans toutes les régions du Québec. Alors, c'est des choses qui pourraient être développées, certainement. On a de plus en plus de producteurs aussi qui se soucient, non, c'est même pas, c'est les ethnies, certaines ethnies, qui vont aller vers les producteurs agricoles pour dire, moi, je cherche à retrouver ce qui était disponible chez nous. J'y arrive pas. As-tu déjà entendu parler de tels légumes? Et il y a de plus en plus de variétés de légumes qu'on produit chez nous maintenant parce que ces gens-là ont fait la recherche, ont été chez les producteurs et les producteurs ont dit, ben oui, on peut produire ça ici. Maintenant, on en produit, puis on en met sur les marchés de Montréal surtout, puis ça se vend très bien. Puis le restaurateur aussi peut faire et voilà. Puis là, on peut faire goûter maintenant ces légumes-là que nous, Québécois, nous ne connaissions pas. Maintenant, ils sont disponibles chez nous, puis on peut les goûter aussi. On peut apprendre à les découvrir. Les restaurateurs sont au cœur de l'évolution gastronomique d'un pays, là, bien souvent, là, parce que c'est eux qui font les expériences, qui veulent surprendre le client. Donc, c'est sûr que les restaurateurs jouent un rôle essentiel. Puis si on prend Mme Di Stasio de ce monde, Ricardo, Bégin, qui nous ont fait découvrir aussi, via des restaurateurs, nous ont fait découvrir ce qui existait chez nous, puis cette expertise gastronomique-là qui est présente chez nous. Il faut se côtoyer. Donc, c'est le fun qu'on puisse se parler aujourd'hui puis qu'ils puissent s'entendre. J'espère qu'ils seront nombreux à entendre ça, mais allez vers les producteurs agricoles, n'ayez pas peur, puis allez vers les produits locaux, c'est un plus. Bien, on arrive presque à la fin de cet échange, M. Groslot. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter qu'on n'a pas abordés aujourd'hui? Bien, c'est sûr que là, on a parlé beaucoup de la restauration, disons des restaurateurs qui ont un menu assez sophistiqué, disons, ou certains qui offrent des produits locaux, mais la restauration, c'est beaucoup plus large que ça, je sais très bien, là. Il y a des restaurants qui s'approvisionnent des grands fournisseurs. Une chose qui est à déplorer quelquefois, c'est que dans les catalogues des plus grands fournisseurs, on n'a pas toujours la possibilité d'identifier d'où proviennent les aliments qu'on achète. Ça, c'est quelque chose que les collaborateurs de ce monde pourraient préciser, on pourrait améliorer cette information-là. Je suis sûr que beaucoup de restaurateurs qui choisiraient les aliments du Québec si c'était bien identifié dans les catalogues de ces grandes entreprises-là.
et ça favoriserait aussi les producteurs québécois qui vendent dans ces grandes entreprises-là. Puis en terminant, moi, je souhaite que la prochaine année soit plus facile pour les restaurateurs du Québec. Je souhaite que les gens retournent au restaurant, qu'ils aient du plaisir à goûter et à participer à cette vie-là de la restauration au Québec, parce que c'est important. Eh bien, moi, je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui a été très enrichissant et je vais souhaiter un bon rapprochement pour nos artisans. Merci encore, M. Groslot. Merci à vous.